La première fois que Mathieu Bergeron vit Céleste Moreau, elle était en train de voler son portefeuille. Pas directement, bien sûr. Elle était assise 3 tables plus loin, au Café des Deux Rives, ce petit établissement coincé entre un pont de pierre et les quais du fleuve, là où les touristes s'arrêtent rarement parce que les prix sont honnêtes et la vue imparfaite. Un homme en costume froissé venait de se lever précipitamment, laissant son portefeuille sur la chaise. Céleste l'avait remarqué immédiatement. Elle s'était levée, avait traversé la terrasse d'un pas rapide, avait saisi le portefeuille et l'avait glissé dans la poche de sa veste en jean délavé. Mathieu avait tout vu. Il aurait dû crier, alerter le serveur, faire quelque chose. Au lieu de cela, il l'avait regardé s'éloigner vers les escaliers qui descendaient vers la berge, son cœur battant d'une façon qu'il ne comprenait pas. Elle s'était retournée une seule fois. Leurs regards s'étaient croisés, et dans ses yeux verts, il avait vu quelque chose qui ressemblait à un défi, ou peut-être à une invitation. Mathieu s'était levé sans réfléchir, avait laissé 20 € sur sa table et l'avait suivi. C'était idiot, c'était irresponsable. Il avait un rendez-vous important dans 2 heures avec les investisseurs qui pourraient sauver son cabinet d'architecture. Mais il descendait déjà les marches de pierre usées, cherchant cette silhouette mince dans la foule clairsemée du quai. Il la retrouva assise sur un banc face au fleuve, le portefeuille ouvert sur ses genoux. Elle comptait l'argent avec des gestes méthodiques, les billets formant un petit éventail entre ses doigts. Mathieu s'approcha lentement, conscient du ridicule de la situation. Qu'allait-il dire? « Bonjour, j'ai vu que vous venez de commettre un vol. Puis-je vous inviter à dîner ?» Elle leva les yeux vers lui avant qu'il n'ait le temps de parler. « Vous me suivez depuis le café », dit-elle d'une voix calme, presque amusée. « Vous voulez votre part ?» Mathieu ouvrit la bouche, la referma. De près, elle était encore plus troublante. Des cheveux noirs coupés courts, des pommettes hautes, une bouche qui semblait constamment sur le point de sourire ou de mordre. Elle portait un jean déchiré aux genoux et un pull à col roulé noir sous sa veste. Ses mains étaient fines, mais ses ongles courts. Pratique. Non. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi je vole? Ou pourquoi vous m'avez suivi? Les deux. Elle referma le portefeuille d'un coup sec, glissa les billets dans sa poche. Je vole parce que j'ai faim. Vous m'avez suivi parce que vous vous ennuyez dans votre jolie vie bien rangée. C'était si direct, si brutal, que Mathieu en resta stupéfait. Elle se leva, fit mine de partir. « Attendez, dit-il sans savoir pourquoi. Je vais vous acheter à manger. » Elle s'arrêta, le regarda avec une intensité qui le fit presque reculer. « Pourquoi vous feriez ça? Parce que... » Mathieu chercha ses mots. « Parce que je veux vous revoir. » Un sourire étrange passa sur le visage de Céleste. « Vous ne savez rien de moi, je veux apprendre. » Elle le fixa encore un long moment, puis haussa les épaules. « D'accord, mais pas un restaurant chic. Un kebab fera l'affaire. » C'est ainsi que tout commença, devant un stand de kebab près du pont Marie, avec la Seine qui coulait indifférente à côté d'eux. Mathieu ne savait pas encore qu'il venait de rencontrer la femme qui allait détruire puis reconstruire sa vie entière. Ils s'assirent sur les marches menant au fleuve, leur kebab emballé dans du papier graisseux posé entre eux. Céleste mangeait avec une concentration féroce, comme si c'était son premier repas en jour. Peut-être que c'était le cas. Mathieu picorait le sien, trop nerveux pour avoir vraiment faim. Il ne savait pas quoi dire. Toutes les phrases qui lui venaient à l'esprit semblaient stupides ou condescendantes. « Vous allez me poser des questions ou juste me regarder manger ?» demanda Céleste, sans lever les yeux de son repas. « Désolé, je ne sais pas par où commencer. Commencez par votre nom. Ça aide dans une conversation. Mathieu Bergeron, Céleste Moreau. » Elle prit une autre bouchée, mâcha lentement. « Alors, Mathieu Bergeron, qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous ne suivez pas des voleuses? Je suis architecte. Enfin, j'essaie de l'être. J'ai mon propre cabinet depuis 2 ans, mais c'est difficile. Pas assez de riches qui veulent des maisons modernes. » Il y avait de l'ironie dans sa voix, mais pas de méchanceté. Mathieu sourit malgré lui. Quelque chose comme ça. « Et vous? Moi, je survis. » Elle finit son kebab, froissa le papier en boule. « J'ai grandi dans un foyer à Montreuil.
Parti à 18 ans, avec 100 € et un sac à dos. Depuis, je fais ce qu'il faut pour manger et dormir à l'abri. Parfois c'est légal, parfois non. Même, les gens ne parlaient pas comme ça. Ils enrobaient leur vie d'euphémismes, de justifications, de petits mensonges pour rendre les choses plus acceptables. Mais Céleste lui offrait la vérité brute comme un cadeau ou un avertissement. Il doit y avoir des moyens légaux de gagner de l'argent, dit-il doucement. Avec un casier judiciaire et sans diplôme, vous savez combien d'emplois acceptent ça? Elle le regarda enfin, ses yeux verts brillants d'une émotion qu'il ne pouvait pas identifier. Je ne vous demande pas de comprendre. Je ne vous demande rien du tout. Je veux vous aider. Pourquoi? C'était la deuxième fois qu'elle posait une question. Mathieu réalisa qu'il n'avait toujours pas de bonne réponse. Comment expliquer ce sentiment instantané, cette certitude irrationnelle qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'important? Il ne croyait pas au coup de foudre. C'était pour les films romantiques et les gens naïfs. Et pourtant, assis sur ces marches humides, avec une étrangère qui venait d'avouer être une criminelle, il ressentait quelque chose qui ressemblait dangereusement à du destin. Parce que quand je vous ai vu, j'ai su que ma vie allait changer, dit-il finalement. Céleste éclata de rire, un son rauque et incrédule. C'est la pire phrase de drague que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas une phrase de drague, c'est la vérité. La vérité, elle se rapprocha, son visage à quelques centimètres du sien. Vous voulez la vérité, Mathieu Bergeron? Vous êtes un bourgeois qui s'ennuie et qui pense qu'une fille abîmée va donner du sens à sa vie confortable. Dans une semaine, vous serez fatigué de jouer au sauveur et je serai de nouveau seul. C'est toujours comme ça. Vous vous trompez, prouvez-le. Le défi dans sa voix était clair. Mathieu prit une grande respiration, sentit quelque chose se cristalliser en lui. Très bien, je vais vous embaucher. Vous travaillerez pour mon cabinet, légalement, avec un vrai salaire. Céleste le regarda comme s'il venait de perdre la raison. Vous plaisantez. Pas du tout. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer les rendez-vous, répondre au téléphone, organiser les dossiers. Vous pouvez faire ça, je peux faire beaucoup de choses. Son ton était méfiant maintenant, protecteur. Mais pourquoi vous me feriez confiance? Parce que vous m'avez dit la vérité. La plupart des gens mentent lors du premier rendez-vous. Un autre silence s'installa entre eux, chargé de possibilités. Un bateau-mouche passa sur le fleuve, sa voix enregistrée décrivant l'histoire du quartier aux touristes. Des mouettes criaient au-dessus de l'eau. Le monde continuait autour d'eux, indifférent à ce moment où deux vies commençaient à s'entremêler. « Je pourrais vous voler », dit finalement Céleste. « Je sais, je pourrais disparaître avec tout ce que vous avez de valeur. »« Oui, alors pourquoi ?» Mathieu sourit. « Parce que je ne pense pas que vous le ferez. » Le cabinet de Mathieu était situé dans le 10e arrondissement, au 3e étage, d'un vieil immeuble haussmannien dont la façade s'écaillait. Un grand espace ouvert avec des fenêtres hautes, des tables de travail couvertes de plans et de maquettes, et un désordre organisé qui témoignait d'un homme qui travaillait seul depuis trop longtemps. Céleste entra lentement, ses yeux parcourant chaque détail comme une voleuse, évaluant une cible. Mathieu essaya de ne pas y penser. « C'est plus petit que je pensais, » dit-elle. « On commence petit. Le bureau là-bas sera le vôtre. » Il désigna un coin près de la fenêtre où un vieux bureau en bois croulait sous les papiers. « Il faudra trier tout ça. Des factures impayées, des devis en attente, des appels que je n'ai jamais retournés. C'est le chaos, je vois ça. » Elle s'approcha, feuilleta quelques documents. « Vous savez que vous avez 3 mois de retard sur votre loyer professionnel ?» Mathieu grimaça. « Je sais, l'argent est serré. Alors pourquoi m'embaucher? Parce que si je n'organise pas ce chaos, je vais perdre les quelques clients que j'ai. » Il hésita. « Et parce que je pense que vous avez besoin d'une chance. » Céleste posa les papiers, se tourna vers lui. Dans la lumière de l'après-midi qui entrait par les grandes fenêtres, elle semblait plus jeune, plus vulnérable. « Je ne sais pas utiliser la plupart des logiciels de bureau. Je t'apprendrai. Je ne suis pas bonne avec les gens. Je suis trop directe. C'est rafraîchissant. J'ai volé aujourd'hui. Peut-être que je volerai encore demain. » Mathieu s'approcha, posa sa main sur le bureau entre eux. « Alors, ne le fais pas. Choisis différemment. » Elle rit, mais c'était un rire sans joie. « Vous pensez que c'est si simple? Que
Je peux juste décider d'être quelqu'un d'autre. Je pense que tu peux décider qui tu veux devenir. Le regard de Céleste se durcit. Ne faites pas ça. Ne me transformez pas en votre projet de rédemption. J'ai déjà eu des gens qui pensaient pouvoir me sauver. Ça ne finit jamais bien. Je ne veux pas te sauver. Je veux juste. Mathieu chercha les mots justes. Je veux juste te connaître. Vraiment te connaître. Sans jugement. Quelque chose changea dans l'expression de Céleste. La défiance resta, mais quelque chose d'autre apparut aussi. De la curiosité peut-être, ou de l'espoir. Vous êtes vraiment bizarre, vous savez, on me l'a déjà dit. Il sourit. Alors, tu acceptes le poste? Elle hésita encore un long moment. Mathieu pouvait presque voir le débat interne, la bataille entre l'envie de fuir et l'envie de rester. Finalement, elle haussa les épaules d'un geste qui se voulait désinvolte, mais ne l'était pas tout à fait. D'accord, je vais essayer, mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. Les premières semaines furent étranges et tendues. Céleste arrivait à l'heure, organisait les dossiers avec une efficacité surprenante, répondait au téléphone d'une voix professionnelle qui sonnait faux au début, puis devint plus naturelle. Elle était intelligente, Mathieu le découvrit rapidement. Elle apprenait vite, posait des questions pertinentes, repérait les erreurs dans les devis que lui-même avait manqués. Mais elle gardait ses distances, comme un chat sauvage acceptant la nourriture, mais pas la main qui la donne. Il ne parlait que de travail. Céleste évitait toute conversation personnelle avec une habileté qui suggérait une longue pratique. Quand Mathieu essayait de lui poser des questions sur sa vie, elle changeait de sujet ou répondait avec une brièveté qui décourageait les relances. C'était frustrant et fascinant à la fois. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une présentation pour un client important, Mathieu commanda des pizzas. Céleste hésita, avant d'accepter de rester. Ils mangèrent en silence pendant un moment, assis sur le sol du bureau, parce que toutes les surfaces étaient couvertes de plans. « Pourquoi l'architecture » demanda soudain Céleste. C'était la première question personnelle qu'elle lui posait. Mathieu fut si surpris qu'il mit un moment à répondre. Mon père était maçon. Il construisait les maisons que d'autres avaient imaginées. Quand j'étais petit, je le regardais travailler et je pensais que je voulais être celui qui... Imagine, celui qui crée quelque chose qui n'existait pas avant. C'est romantique, c'est naïf. La réalité de l'architecture, c'est beaucoup de paperasse, de compromis et de clients difficiles. Vous regrettez? Mathieu réfléchit honnêtement. Parfois. Mais ensuite je vois un de mes bâtiments terminé et je me souviens pourquoi j'ai commencé. Il la regarda. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais faire si tu pouvais choisir n'importe quoi? Céleste baissa les yeux vers sa pizza. Personne ne m'a jamais posé cette question, je te la pose maintenant. Un long silence. Puis, si doucement qu'il dut tendre l'oreille, j'aimais dessiner. Quand j'étais au foyer, il y avait une éducatrice qui nous donnait des carnets et des crayons. Je dessinais des maisons, pas des vraies maisons, mais des maisons imaginaires, avec des tours et des jardins secrets et des fenêtres partout. Des maisons où je voudrais vivre. Mathieu sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Tu dessines encore ?»« Non. J'ai arrêté quand j'ai compris que les rêves ne menaient nulle part. Je ne crois pas ça. » Céleste leva les yeux. Et pour la première fois, Mathieu vit de la vraie émotion traverser son visage, de la douleur, ancienne et profonde. « Vous ne savez rien de ma vie, alors raconte-moi. » Les mots vinrent lentement, arrachés comme des dents. Céleste parla de son enfance, par fragments, par éclats. Sa mère, toxicomane, qui disparaissait pendant des jours. Les services sociaux qu'il avait placés à 7 ans. Le foyer, pas cruel mais pas chaleureux non plus, où elle avait appris à ne compter sur personne. Les familles d'accueil qu'il avait prises, puis rendues comme un article défectueux. L'école qu'elle avait abandonnée à 16 ans. La rue qu'il avait accueillie à 18. Les petits boulots, les amis dangereux, les mauvais choix, qui étaient parfois les seuls choix disponibles. Mathieu écouta sans interrompre. Il ne savait pas quoi dire de toute façon. Toutes les phrases de réconfort qu'il connaissait semblaient pathétiques face à cette réalité brute. Alors, il écouta simplement, et quand elle eut fini, quand le silence retomba dans le bureau maintenant sombre, il dit la seule chose qui lui vint à l'esprit. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Céleste rit, mais c'était un rire mouillé de larmes. « Je ne suis pas forte, je suis juste têtue. »
Il y a une différence. Non. La force, c'est continuer même quand tu as toutes les raisons d'abandonner. C'est exactement ce que tu as fait. Elle secoua la tête, essuya ses yeux d'un geste brusque. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes gentil avec moi? Parce que tu le mérites? Vous ne me connaissez pas assez pour dire ça. Je te connais assez? Mathieu hésita, puis prit le risque. Céleste, je vais te dire quelque chose de complètement fou, et tu vas probablement penser que je suis dingue. Mais j'ai besoin de le dire. Elle le regarda avec méfiance. Quoi? Je vais me marier avec toi. Le silence qui suivit fut absolu. Céleste le fixa comme s'il venait de parler dans une langue étrangère. Quoi? Je sais, c'est insensé. On se connaît depuis 3 semaines, mais depuis le moment où je t'ai vu au café, j'ai su. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Je sais juste que tu es celle avec qui je veux passer ma vie. Céleste se leva brusquement, reculant comme si elle avait été frappée. Vous êtes fou, vous êtes complètement fou, peut-être, mais c'est la vérité, la vérité. Sa voix monta, mélange de colère et de panique. Vous ne savez rien de moi. Vous fantasmez sur une version de moi qui n'existe pas. Je ne suis pas votre projet de sauvetage. Je ne suis pas votre conte de fées. Je sais exactement qui tu es. Non, vous ne savez pas. Elle attrapa sa veste, se dirigea vers la porte. J'ai volé aujourd'hui. Pendant ma pause déjeuner, j'ai volé le portefeuille d'une femme dans le métro. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mathieu sentit quelque chose se briser en lui, mais pas de la façon dont elle l'espérait. Je dis que tu as peur, et quand tu as peur, tu saboges les bonnes choses avant qu'elles puissent te blesser. Vous n'êtes pas psychologue, non, mais je te vois vraiment. Céleste s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Elle ne se retourna pas. Vous ne pouvez pas m'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît depuis 3 semaines. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors comment ça marche? Elle se retourna enfin, et ses yeux brillaient de larmes non versées. Je ne sais pas, mais pas comme ça. Pas avec des déclarations folles et des promesses impossibles. Les gens comme toi n'épousent pas les gens comme moi. Les gens comme toi, les filles abîmées, les voleuses, celles qui ne savent pas comment aimer correctement. Mathieu se leva, traversa la pièce lentement. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Je vois une survivante. Je vois quelqu'un d'intelligent et de drôle et de brave. Je vois quelqu'un qui mérite d'être aimé, même si elle ne le croit pas. Elle-même, arrêtez! C'était presque un murmure. Je t'aime, Céleste. Je sais que c'est rapide et bizarre et probablement stupide, mais c'est réel. Elle secoua la tête, ouvrit la porte. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Et elle partit, descendant les escaliers d'un pas rapide qui résonna dans la cage d'escalier vide. Mathieu resta immobile, écoutant le son de ses pas s'éloigner, se demandant s'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie ou le geste le plus courageux. Probablement les deux. Il ne la revit pas pendant 3 jours. Elle ne vint pas au bureau, ne répondit pas à ses appels. Mathieu essaya de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. Il avait tout gâché. Il l'avait effrayée avec sa déclaration stupide et maintenant elle était partie. De retour dans les rues, de retour vers les mauvais choix et les dangers qu'elle connaissait si bien. Le 4e jour, il la retrouva assise sur les marches devant son immeuble. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés, mais elle était là. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour ». Mathieu s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Tu vas bien? »« Non. Je suis terrifié. » Elle le regarda enfin. « Mais je suis revenu quand même. » Ils montèrent au bureau en silence. Céleste s'assit à son poste, alluma l'ordinateur, commença à trier les emails comme si les 3 derniers jours ne s'étaient jamais produits. Mathieu la regarda, ne sachant pas s'il devait parler ou la laisser tranquille. Finalement, ce fut elle qui brisa le silence. « Je veux établir des règles, » dit-elle sans lever les yeux de l'écran. « D'accord. Règle numéro 1, pas de promesses. Tu ne sais pas si tu vas vraiment m'aimer dans 1 mois, dans 1 an. Alors ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Entendu. Règle numéro 2, si je vole encore, tu me renvoies. Pas de pardon, pas de 2e chance. Je dois savoir qu'il y a des conséquences. D'accord. Règle numéro 3. On va lentement, vraiment lentement. Tu ne me connais pas vraiment encore, même si tu penses le contraire.
Je peux vivre avec ça. Céleste se tourna enfin vers lui, ses yeux cherchant son visage comme si elle y lisait un texte difficile. « Pourquoi tu fais ça? Vraiment? Tu pourrais avoir n'importe qui, quelqu'un de normal, de simple. » Mathieu s'approcha, s'agenouilla à côté de sa chaise pour être à sa hauteur. « Parce que je ne veux pas quelqu'un de simple. Je veux quelqu'un de réel. Et tu es la personne la plus réelle que j'ai jamais rencontrée, même quand cette réalité est moche, surtout alors. » Un sourire étrange, presque triste, passa sur le visage de Céleste. « Tu vas regretter. Un jour, tu vas te réveiller et te demander pourquoi tu as choisi quelqu'un d'aussi compliqué. Peut-être, mais ça vaudra quand même le coup. » Elle secoua la tête mais ne s'éloigna pas. « Tu es vraiment fou, Mathieu Bergeron. »« Probablement. » Il sourit. « Alors, on essaie lentement, très lentement, le plus lentement possible. Et si je me plante ? Si je redeviens cette personne que j'étais, alors on gérera ça ensemble. » Céleste prit une grande respiration, hocha la tête. « D'accord. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Les semaines qui suivirent furent un exercice d'équilibre délicat. Mathieu apprenait à lire les signes, à reconnaître quand Céleste avait besoin d'espace et quand elle avait besoin de présence. Elle ne parlait pas beaucoup de ses sentiments, mais elle restait. Et chaque jour où elle revenait au bureau, chaque soir où elle acceptait de dîner avec lui, chaque petit moment de confiance partagé, c'était une victoire. Elle commença à sourire plus souvent, de vrais sourires, pas ceux qu'elle utilisait comme bouclier. Elle racontait des histoires de son enfance, pas seulement les douloureuses, mais aussi les drôles, les absurdes. Il découvrit qu'elle avait un sens de l'humour acerbe, qu'elle adorait les vieux films en noir et blanc, qu'elle chantait faux, mais avec enthousiasme, quand elle pensait être seule. Un mois passa, puis 2. Le cabinet commença à prospérer, en partie grâce à l'organisation féroce de Céleste. Elle avait un talent pour gérer les clients difficiles, pour négocier les prix, pour trouver des solutions aux problèmes logistiques qui avaient paralysé Mathieu pendant des mois. Ils formaient une bonne équipe. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur une maquette, Céleste posa soudain son exacto et dit « Je n'ai pas volé depuis 6 semaines. » Mathieu leva les yeux, surpris. « Vraiment? Vraiment, j'y ai pensé, plusieurs fois. Mais je n'ai pas cédé. » Elle le regarda et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la fierté peut-être. « C'est la plus longue période depuis mes 18 ans. Je suis fier de toi. Ne le sois pas encore. C'est toujours là, tu sais. L'envie, comme un fantôme qui me suit partout. Mais tu ne le fais pas. C'est ça qui compte. » Elle haussa les épaules, mais il voyait qu'elle était touchée. « Peut-être. » Là, alors qu'ils rangeaient leurs outils, Céleste s'approcha de lui. Lentement, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage, elle posa sa main sur sa joue. « Merci, » dit-elle simplement. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné. » Mathieu couvrit sa main avec la sienne. Jamais. Ils s'embrassèrent pour la première fois là, dans le bureau encombré, avec la lumière de la rue qui filtrait par les fenêtres. C'était doux et hésitant et un peu maladroit, et c'était parfait. L'automne arriva, transformant Paris en un tableau de rouges et d'or. Mathieu et Céleste tombèrent dans une routine confortable. Petit déjeuner ensemble dans un café près du bureau. Journée de travail côte à côte. Soirée passée à explorer la ville, à découvrir des endroits que même Mathieu, parisien de naissance, ne connaissait pas. Céleste lui montrait Paris d'en bas, le Paris des sans-abri et des oubliés. Et il lui montrait le Paris d'en haut, les toits et les terrasses où la ville s'étalait comme une promesse. Ils n'avaient toujours pas dormi ensemble. Céleste avait été claire. Elle avait besoin de temps. Mathieu respectait ça, même si parfois c'était difficile. Mais il apprenait que l'amour n'était pas seulement la passion et le désir, c'était aussi la patience et la compréhension. C'était construire quelque chose de solide, brique par brique. Midi, Céleste l'emmena dans un endroit qu'elle n'avait jamais montré à personne. Un jardin secret caché derrière une église du 13e arrondissement. Un petit espace encombré de pierres tombales anciennes, de lierres grimpants et de roses sauvages. C'était là qu'elle venait quand tout devenait trop difficile, quand elle avait besoin de se rappeler qu'elle existait. « J'avais peur de te l'amener ici », dit-elle en s'asseyant sur un banc de pierre usée. « C'est mon endroit.
le seul endroit qui n'appartient qu'à moi. Pourquoi maintenant? Parce que je veux qu'il t'appartienne aussi. Elle le regarda, et ses yeux étaient brillants. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de toute ma vie, pas seulement les parties faciles. Mathieu s'assit à côté d'elle, prit sa main. Je le suis déjà, je sais. Elle sourit, un vrai sourire, plein de chaleur. C'est terrifiant. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai quelque chose à perdre. Ils restèrent assis là longtemps, regardant les ombres s'allonger entre les pierres tombales, écoutant le bruit distant de la ville. Céleste appuya sa tête contre l'épaule de Mathieu, et il sentit quelque chose se détendre en elle, une tension qu'il n'avait même pas réalisé qu'elle portait. « Mathieu, oui, tu te souviens quand tu as dit que tu allais m'épouser ?» Son cœur fit un bond. « Oui, je pensais que c'était de la folie. Je pense toujours que c'est de la folie. » Elle leva la tête, le regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Mais je commence à penser que c'est peut-être le genre de folie dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne suis pas encore prête. Mais peut-être qu'un jour je le serai. Peut-être qu'un jour je pourrai croire que je mérite d'être heureuse. » Mathieu sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu le mérites déjà. Tu dis ça maintenant. Mais attends de voir tous mes démons. Je les ai déjà vus et je suis toujours là. » Céleste l'embrassa alors profondément, désespérément, comme si elle essayait de lui transmettre tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. Et dans ce baiser, Mathieu sentit toute la peur et l'espoir et l'amour qu'elle gardait enfermés à l'intérieur. Là, pour la première fois, Céleste rentra chez lui. Pas pour rester, pas encore, mais pour voir où il vivait, pour faire partie de cet espace. C'était un petit appartement dans le 11e, décoré avec le goût minimal d'un homme trop occupé pour penser à l'esthétique. Elle le parcourut lentement, touchant ses affaires, regardant ses livres, étudiant ses photos. « Tu as une famille », dit-elle en pointant une photo sur le manteau de la cheminée. Un homme et une femme plus âgés, souriants. Mes parents, ils vivent en Bretagne maintenant. Ils ont pris leur retraite là-bas il y a 3 ans. Ils savent pour moi, ils savent que j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, que tu es intelligente, drôle, forte, que je suis fou de toi. Tu leur as dit que je suis une voleuse. Mathieu hésita. Je leur ai dit que tu avais eu une vie difficile. Ils comprendront. Céleste rit, mais c'était un son sans joie. Ils vont me détester, ils vont t'adorer. Comment pourraient-ils faire autrement? Elle secoua la tête, posa la photo. Tu vois tout à travers des lunettes roses. Non, je vois juste ce qui est réellement là. L'hiver arriva brutalement cette année-là, transformant Paris en un paysage de gris et de blanc. Le cabinet prospérait. Ils avaient décroché plusieurs contrats importants, assez pour embaucher un assistant et déménager dans un espace plus grand. Céleste gérait tout avec une compétence qui impressionnait même les clients les plus sceptiques. Elle portait maintenant des vêtements professionnels, avait coupé ses cheveux dans un style plus soigné, mais ses yeux gardaient cette étincelle sauvage qui avait attiré Mathieu dès le début. Ils étaient devenus un couple. Pas officiellement, pas avec des étiquettes, mais c'était évident pour tous ceux qui les voyaient ensemble. La façon dont elle le regardait quand il expliquait un concept à un client, la façon dont il cherchait son approbation avant de prendre une décision importante, la façon dont ils se déplaçaient dans l'espace l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui avaient répété la chorégraphie pendant des années. Mais les vieux démons ne meurent pas facilement. Un soir de décembre, Mathieu rentra tard au bureau pour récupérer un dossier qu'il avait oublié et trouva Céleste debout près du coffre-fort, une liasse de billets à la main. Elle se figea en le voyant, ses yeux s'élargissant. Pour un long moment, personne ne dit rien. « Ce n'est pas ce que tu y penses », dit-elle finalement. « Alors qu'est-ce que c'est? Je comptais juste l'argent pour le rapport mensuel. » À 11 heures du soir, Céleste baissa les yeux vers les billets. Ses mains tremblaient. « Je suis désolé. » Mathieu sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, mais de la tristesse. Une tristesse profonde et lourde. « Tu allais partir. Je ne sais pas. Peut-être. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche, les billets tombant de ses mains. « Tout va trop bien. Ça me fait peur.
J'ai pensé que si je partais maintenant, avant que ça devienne vraiment sérieux, ça ferait moins mal. Moins mal pour qui? Pour toi. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Mathieu traversa la pièce, s'agenouilla devant elle. Céleste, regarde-moi. Elle leva les yeux à contre-cœur. Je t'ai dit que je t'aimais. Je t'ai dit que je voulais t'épouser. Tu penses que ces mots ne signifient rien pour moi? Je pense que tu vas te réveiller un jour et réaliser que tu as fait une erreur. Non, la seule erreur serait de te laisser partir par peur. Il prit ses mains. Je sais que tu as peur, je sais que tu as été blessé, mais fuir ne va pas te protéger, ça va juste te garder seul. Je suis habitué à être seul, je sais, mais tu n'es plus obligé de l'être. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Céleste, chaudes et silencieuses. Je ne sais pas comment faire ça. Laisser quelqu'un entrer vraiment, faire confiance. Tu apprends, comme tu as appris tout le reste. Il essuya ses larmes avec ses pouces. Céleste, je ne vais pas te mentir, ça va être difficile. Il y aura des moments où tu voudras fuir, mais je te demande de rester quand même, de choisir de rester. Et si je ne peux pas? Et si je suis trop abîmé? Personne n'est trop abîmé pour être aimé. Elle rit à travers ses larmes. Tu es tellement naïf, peut-être, mais je préfère être naïf et aimant que cynique et seul. Céleste le regarda longtemps, ses yeux cherchant quelque chose dans les siens, de la sincérité. Peut-être, ou du courage. D'accord, dit-elle finalement si doucement qu'il dut tendre l'oreille. Je vais rester, mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Si ça devient trop dur, si je deviens trop difficile, tu me le diras. Tu ne resteras pas juste par pitié, ce ne sera jamais par pitié, c'est toujours par amour. Promets-le quand même, je promets. Elle hocha la tête, prit une grande respiration tremblante. Alors remets l'argent dans le coffre. Et rentrons à la maison. À la maison. Ton appartement. Si l'offre tient toujours. Mathieu sentit son cœur s'envoler. Elle tient toujours. Là, Céleste dormit dans les bras de Mathieu pour la première fois. Pas pour faire l'amour, pas encore. Juste pour dormir, pour sentir qu'elle n'était pas seule dans l'obscurité. Et quand Mathieu se réveilla le lendemain matin et la trouva toujours là, ses cheveux étalés sur l'oreiller, son visage détendu dans le sommeil, il sut qu'ils avaient franchi un cap important. Le printemps revint, apportant avec lui une nouvelle énergie. Le cabinet continuait de croître. Ils avaient maintenant 3 employés et une liste d'attente de clients. Céleste avait développé un vrai talent pour la gestion de projets, coordonnant les équipes avec une efficacité qui impressionnait même Mathieu. Elle avait aussi recommencé à dessiner, timidement au début, juste des esquisses dans les marges de ses notes. Puis, plus sérieusement, sur de vrais carnets que Mathieu lui achetait. Un soir, elle lui montra un dessin qu'elle avait fait. Une maison imaginaire avec des tours et des jardins secrets et des fenêtres partout, exactement comme celle qu'elle dessinait enfant. Mais celle-ci était différente, plus mûre, plus réelle. Une maison qui pourrait vraiment exister. C'est magnifique, dit Mathieu sincèrement. Tu penses qu'on pourrait la construire? Je pense qu'on pourrait essayer. Le regard de Céleste s'illumina d'une façon qu'il n'avait jamais vue. Vraiment? Pourquoi pas? On pourrait en faire un? Un projet personnel? Notre maison, répéta-t-elle, testant les mots. Puis elle sourit, ce sourire rare et lumineux qui lui coupait toujours le souffle. J'aimerais ça. Ils commencèrent à planifier. Pas seulement la maison, mais leur vie ensemble. Où ils voulaient vivre, ce qu'ils voulaient accomplir, comment ils imaginaient leur avenir. C'était étrange et merveilleux pour Céleste, cette idée de planifier. Toute sa vie, elle avait survécu au jour le jour. Maintenant, pour la première fois, elle osait rêver d'un futur. Midi de mai, Mathieu l'emmena en Bretagne rencontrer ses parents. Céleste était terrifiée. Elle avait passé 1 heure à choisir sa tenue, demandant à Mathieu si elle avait l'air assez respectable, assez normale. Il l'avait rassurée encore et encore, mais elle tremblait pendant tout le trajet en train. La maison de ses parents était une vieille ferme en pierre près de la côte, entourée de champs et du bruit constant des mouettes. Sa mère, Marguerite, ouvrit la porte avec un sourire chaleureux et serra Céleste dans ses bras avant même qu'elle puisse dire bonjour. Son père, Robert, plus réservé mais non moins gentil, lui serra la main et lui offrit un verre de cidre maison.
End passa dans un brouillard de conversation, de repas partagés, de promenades sur la plage. Les parents de Mathieu posèrent des questions, mais pas des questions intrusives. Ils écoutaient les réponses de Céleste avec attention et respect. Sa mère lui apprit à faire des crêpes. Son père lui montra son atelier où il sculptait le bois pendant ses loisirs. Le dimanche soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin regardant le soleil se coucher, Marguerite prit la main de Céleste. « Je suis heureuse que mon fils t'ait trouvé, » dit-elle simplement. Céleste sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi ? Vous ne savez presque rien de moi. Je sais que tu rends mon fils heureux. Je sais que tu le regardes comme si c'était la personne la plus précieuse au monde. Et je vois comment tu te ébattes pour devenir la personne que tu veux être. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Les larmes coulèrent sur les joues de Céleste, chaudes et libératrices. « Je ne sais pas si je suis assez bien pour lui, ma chère enfant. » Marguerite sourit doucement. « L'amour n'a rien à voir avec être assez bien. Il s'agit de grandir ensemble, de se soutenir mutuellement. Et je vois que vous faites tous les deux ça. » Là, dans la chambre d'amis, avec sa vue sur la mer, Céleste se blottit contre Mathieu. « Ta famille est incroyable, » murmura-t-elle. « Ils t'aiment déjà. Comment peuvent-ils? Ils ne me connaissent pas vraiment. Ils voient ce que je vois. Quelqu'un de courageux et d'authentique. » Céleste resta silencieuse un moment. Puis, « Mathieu, oui, tu te souviens quand tu as dit que tu allais m'épouser ?» Son cœur s'arrêta. « Oui, je pense que je suis prête à dire oui maintenant. » Mathieu se redressa brusquement, cherchant son visage dans la pénombre. « Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. » Céleste souriait, les larmes brillant dans ses yeux. « Je t'aime, Mathieu. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement. Peut-être ce premier jour au bord de la Seine, peut-être progressivement au fil des mois, mais c'est là maintenant. Et c'est réel. Et c'est terrifiant et merveilleux en même temps. Céleste. » Il ne trouvait pas les mots. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. « Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi-même. Mais je veux le faire avec toi. Je veux construire cette maison avec toi. Je veux construire une vie avec toi. » Mathieu l'embrassa alors, versant dans ce baiser tout l'amour et la joie et la gratitude qu'il ressentait. Quand ils se séparèrent, il prit son visage entre ses mains. « Tu es sûr ? Je ne veux pas que tu te sentes pressé, je suis sûr. Pour la première fois de ma vie, je suis sûr de quelque chose. Alors oui, 1000 fois oui. » Ils se marièrent 3 mois plus tard, en août, dans un petit jardin près de la Seine. Pas au café des Deux Rives, où tout avait commencé, mais pas loin. Un endroit simple, avec juste la famille proche et quelques amis. Céleste porta une robe blanche simple qu'elle avait choisie avec Marguerite. Mathieu porta un costume gris qu'il possédait depuis des années. Rien de fancy, rien de sophistiqué. Juste 2 personnes se promettant de s'aimer pour de vrai, avec tous leurs défauts, et leurs peurs, et leurs espoirs. Pendant la cérémonie, quand vint le moment des vœux, Céleste prit une grande respiration. « Mathieu, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, tu m'as trouvé alors que j'étais perdu, tu m'as vu alors que je me cachais, tu m'as aimé alors que je ne savais pas comment m'aimer moi-même. Je ne peux pas te promettre que je serai toujours facile, je ne peux pas te promettre que je ne ferai jamais d'erreur, mais je peux te promettre que je serai toujours honnête avec toi, que je me battrai toujours pour nous, et que je t'aimerai de toutes les façons imparfaites dont je suis capable. » Mathieu essuya ses larmes, puis les siennes propres. « Céleste, le jour où je t'ai vu voler ce portefeuille, j'aurais dû être choqué, j'aurais dû regarder ailleurs. Au lieu de ça, j'ai vu quelqu'un qui se battait pour survivre dans un monde qui ne lui avait jamais donné de chance équitable. Et j'ai su que je voulais être celui qui t'offrirait cette chance, non pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés pendant que tu te sauves toi-même. Tu es la personne la plus forte, la plus courageuse que je connaisse. Je promets de toujours te voir vraiment, de toujours te choisir et de t'aimer exactement comme tu es. » Il n'y eut pas d'œil sec dans l'assistance. Même Robert, habituellement stoïque, essuyait discrètement ses larmes. La réception fut simple mais joyeuse. Ils dansèrent sous les lumières suspendues aux arbres, mangèrent des plats préparés par la mère de Mathieu, rirent avec leurs amis.
Céleste, qui n'avait jamais dansé de sa vie, laissa Mathieu la guider maladroitement sur la piste improvisée. Elle était radieuse, son rire résonnant dans le jardin libre et sans contrainte. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Mathieu et Céleste s'échappèrent. Ils descendirent vers la Seine, marchèrent le long du quai jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit tranquille. Là, assis sur les marches de pierre, regardant le fleuve couler dans l'obscurité, ils restèrent silencieux un moment. « Tu regrettes ?» demanda finalement Céleste. « Jamais !» Mathieu prit sa main. « Et toi ? Non, c'est juste. Surréel. Il y a 1 an, je dormais dans les rues. Maintenant, je suis marié. J'ai une maison, un travail, une famille. C'est presque trop pour le comprendre. Tu le mérites. Je commence à le croire. » Elle appuya sa tête contre son épaule. « Tu sais ce qui est drôle. J'ai passé toute ma vie à voler des choses, de l'argent, de la nourriture, des objets. Mais ce que j'ai maintenant, je ne l'ai pas volé. Je l'ai gagné. Ça rend tout plus précieux. Tu n'as rien volé d'autre ?» Céleste sourit dans l'obscurité. « Eh bien, j'ai peut-être volé ton cœur. Je te l'ai donné librement, même chose. » Ils restèrent là longtemps, regardant la ville scintiller autour d'eux, sentant le poids merveilleux de leur nouvelle vie ensemble. Ce n'était pas un conte de fées, il y aurait encore des difficultés, des moments de doute, des anciens démons qui surgiraient, mais ils les affronteraient ensemble, main dans la main. « Mathieu ? Oui, merci de ne pas avoir regardé ailleurs ce jour-là au café. Merci d'être revenu quand tu aurais pu fuir. Je reviendrai toujours maintenant, je sais. » Et dans ce moment, assis au bord de la Seine où tout avait commencé, Mathieu et Céleste comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Pas l'amour parfait, mais l'amour réel, l'amour qui voit les fissures et les aime quand même, l'amour qui choisit de rester même quand c'est difficile, l'amour qui construit quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés. La Seine continua à couler, indifférente à leur vie, portant leurs secrets vers la mer. Quelque part dans la ville, quelqu'un d'autre tombait amoureux. Quelqu'un d'autre se battait pour survivre. Quelqu'un d'autre faisait des choix qui changeraient leur vie. Mais ici, maintenant, c'était juste eux deux. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.